Bonjour à toutes et tous. Eh ben, donc voilà, Quentin Pichon et moi-même allons vous faire deux présentations à la suite. Il y aura une petite pause. On va essayer d'être concis. On a décidé parfois de se couper la parole. Donc le problème, c'est que du coup, ça risque de durer 2 fois plus longtemps. Donc on va essayer de faire attention. Alors déjà, un petit sondage pour qu'on voit un petit peu qui est présent. Qui est architecte ou travaille dans un bureau d'architecture? Grosse majorité, bien sûr. Bureau d'études? Ouais. Maître d'ouvrage? Bureau de contrôle? Entreprise? Qui a déjà construit avec du chanvre? Qui a déjà visité un chantier de béton de chanvre? D'accord, merci. Bon, on va vous faire la première partie de la présentation, ça va être sur le produit lui-même et ses usages. Et la deuxième partie, ça sera sur les qualités du matériau. Là, je te repasse la main. Tout de suite. Allez. Bonjour à tous. On va faire quelques redites par rapport à ce qui était dit avant, mais on va plonger un peu plus dans le détail. Et on a essayé avec Benjamin de faire une présentation, alors je ne sais même plus combien on a de temps, on a une petite heure je crois. On a essayé de condenser en 1 heure ce qu'on fait normalement en 2 jours, c'est à peu près ça, enfin même en 4 jours. Donc voilà, on va donner pas mal d'informations, n'hésitez pas à nous interrompre et que ce soit interactif. Donc on commence juste par une slide très générique, les produits qu'on peut faire à partir de la plante, dont Nathalie Fichot vous a remontré la coupe tout à l'heure. Dans le bâtiment, on va s'intéresser à la fibre et à la chaîne VOT. Donc la fibre plutôt pour des isolants souples. Donc là, vous avez, on remontrera des exemples, mais plutôt des panneaux. C'est vraiment en substitution directe à des panneaux de laine type laine minérale. Et de l'autre côté, vous avez le granulat, la chaîne VOT, donc le bois du chanvre, qui constitue la partie intérieure de la tige et que nous, on va utiliser dans les mortiers et dans les bétons. Et il y a le feutre en bas. Alors ça, c'est une application, j'en ai pas vu beaucoup dans le bâtiment, mais c'est type feutre qu'on peut mettre en résilient acoustique sous un parquet ou ce type d'application. Là, à ma connaissance, il n'y a pas de normalisation sur ce produit-là. Donc c'est plus sur du logement individuel qu'on va le retrouver. Très rapidement, la chaîne VOT, c'est grosso modo, 44%, grosso modo la moitié en poids là, de la plante. Donc il y en a beaucoup de la chaîne VOT. Donc c'est pour ça qu'on essaie de l'utiliser et de la valoriser dans le bâtiment, parce que les volumes peuvent être tout de suite très conséquents sur la plante, par rapport à la plante. Et la fibre, vous voyez, c'est beaucoup plus petit, forcément en masse. On est juste sur la partie extérieure de la tige. Les poussières et graines dans le bâtiment, on s'en intéresse pas trop. Quoique les poussières, on peut faire des pelés avec. Donc, s'il y a un petit poêle à granuler à la fin, juste pour un petit apport de chaleur dans le bâtiment, on peut avoir des pelés de chanvre. Ça existe et ça vient de France aussi. Alors, les laines de chanvre, on commence par ça. Là, ça n'a rien à voir avec les règles professionnelles. Pour ceux qui en ont déjà qui en ont déjà prescrit, pour ceux d'entre vous qui en ont déjà prescrit, il y a différents produits qui sont sous avis technique ou sous document technique d'application, donc des DTA. Il y a des assermis, pas toujours, selon les produits. Il n'y en a pas 36, des produits sous avis technique qu'on retrouve sur le site du CSTB en libre téléchargement et puis toujours en cours de validité. Néanmoins, ça fonctionne très bien. Il y a des mix. Très souvent, c'est mixé avec du coton ou du lin. Et donc, ça vient vraiment... on retrouve des qualités qu'on a grâce au chanvre, c'est-à-dire c'est une fibre qui est très solide. Ça apporte beaucoup plus de densité qu'une laine minérale classique. Là, vous êtes à peu près 2 fois plus dense, voire encore un peu plus pour les laines de verre de moins bonne qualité. Donc, on peut commencer à parler de confort d'été avec ces isolants-là. Et surtout, c'est hyper facile en tant que prescripteur de dire mes cloisons, si vous faites du bureau ou même du logement, plutôt que d'avoir dans le CCTP d'avoir une laine minérale classique de décrite, vous passez en laine de chanvre. L'application est la même, voire elle est beaucoup mieux parce que tous les compagnons qui l'appliqueront, vous verrez, ils n'ont pas de masque, ils n'ont pas de gants et ça se découpe en plus facilement, donc il n'y a que des avantages. Là, on vous a mis des valeurs génériques des laines à base de chanvre que l'on trouve sur le marché. La densité, je le disais, là vous êtes plutôt autour des 30 kg du mètre cube pour les plus denses. Ça s'apparente un peu, c'est la même ordre de grandeur qu'avec une laine de bois. Vous pouvez faire le travail d'aller regarder la masse volumique d'une laine de verre bas de gamme, la GR32 par exemple, celle qui a le lambda soi-disant le mieux. Là, vous êtes beaucoup plus dense, 2 à 3 fois plus dense. Donc on peut commencer à parler de confort d'été et de déphasage avec ces produits-là.
Le lambda, environ 0,04. Il y en a qui sont mieux situés au niveau de leurs acermies, qui descendent autour de 0,038. Et c'est amplement suffisant pour passer la RET 2012, voire la RE 2020. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut dire? Le classement Euroclass, bon là c'est moins la réaction au feu, forcément ce sont des matériaux qui sont plus combustibles qu'une laine minérale, néanmoins systématiquement vous n'allez pas la laisser apparente, enfin, dans certains projets ça pourrait se faire, mais vous allez toujours la recouvrir avec un écran pare flamme, donc c'est pas un sujet en soi la partie réaction au feu. Et on passe sur le béton de chanvre. On va vous parler des bétons de chanvre. Parce qu'en fait, on parle généralement du béton de chanvre, mais en fait, les bétons de chanvre, parce qu'il y a au moins 4 applications, à savoir application en mur, application en toiture, application en sol et application en enduit, en mortier. À chaque fois, c'est les mêmes matériaux, c'est-à-dire la chaîne vote d'un côté, le liant de l'autre, mais à des dosages différents. Donc, on va rentrer un peu plus dans le détail, à vous montrer les différentes applications et les différentes façons de les mettre en œuvre. Donc voilà, comme on vous l'a dit, c'est une chaîne vote en vrac et un liant minéral qui peut être à base de chaux, qui est principalement à base de chaux pour les mélanges chantiers, c'est-à-dire les mélanges où on mélange la chaîne vote et le liant sur chantier ou en usine. Pour ce qui est des blocs, il y a des blocs, la plupart sont en ciment pron, je crois. Voilà, c'est pour ça que le ciment pron n'étant pas une chaux, c'est pour ça qu'on met ce détail. Donc voilà, les domaines d'utilisation, mur, sol et toiture, en remplissage, en doublage, en dalle, en enduit. Et puis, on peut l'utiliser en neuf et en rénovation suivant les cas. Avec beaucoup d'avantages, comme l'a dit Philippe, on peut choisir de façon très pertinente les utilisations et leurs détails. On a choisi de commencer par vous montrer quelques exemples parce que souvent, ce qu'on connaît en premier du béton de chanvre, c'est les maisons à colombage. Alors c'est vrai que ça a commencé comme ça, c'est un usage qui est assez répandu dans toutes les régions où il y a des colombages, où là, le béton de chanvre vient être mis en grande épaisseur sur 30 à 35 cm, vient enrober les colombages et remplacer le torchis. Mais vous voyez qu'on peut faire. Alors, je pense que vous connaissez peut-être déjà ces bâtiments de vue, mais donc vous avez des bâtiments, des bâtiments de logement avec différentes vêtures. On pourra en parler. Et le grand bâtiment que vous voyez en haut à droite, pardon, c'est une rénovation d'un vieux corps de ferme, les autres étant des bâtiments neufs. Là, vous avez à nouveau une maison d'habitation, et puis en haut à droite, le projet de premier bâtiment préfabriqué auquel Quentin a participé et qui vous détaillera un peu plus tard. Avant tout, on peut construire en béton de chanvre parce qu'il y a des règles professionnelles. Ces règles professionnelles sont en vigueur depuis 2012. Elles ont été acceptées par la commission prévention produits et elles concernent donc les 4 applications que je vous ai citées tout à l'heure, à savoir la toiture, le sol, les murs et les enduits. Donc voilà, 4 brochures plus un carnet de détails. Qu'est-ce que ça veut dire des règles professionnelles analysées et validées par la C2P? Ça veut dire qu'en fait, on est en technique courante. Voilà, on est en technique courante au même titre que le DTU. Voilà. Si y a une chose à retenir d'un point de vue réglementaire, c'est ça. Le béton de chanvre, on n'est plus en technique non courante. On peut construire dans le respect des règles professionnelles. Il n'y a plus de raison, à partir du moment où les règles professionnelles sont respectées, de ne pas pouvoir construire en béton de chanvre. Qu'est-ce que ça engendre? Ça engendre la possibilité d'effectivement, du coup, d'avoir effectivement une garantie décennale. Pour cela, il faut utiliser une chaîne vote labellisée. On en a parlé, ça commence déjà par avoir les bons produits. Donc une chaîne vote qui est labellisée, un couple liant granulat
aussi qui est validé. Ça permet par là même d'avoir déjà aussi la garantie décennale du producteur, du fournisseur de matériaux. Respecter les règles professionnelles qui mentionnent elles-mêmes qu'il faut utiliser une chaîne vote labellisée et un lien et un couple validé. Et puis avoir suivi une formation ou pouvoir montrer qu'on a déjà une grande expérience en béton de chanvre. Et puis bien sûr faire une déclaration d'activité auprès de son assureur. Juste une parenthèse là-dessus, j'imagine que vous êtes quasiment tous à la MAF pour les prescripteurs. Alors il n'y a pas trop de sujets, je ne sais pas si vous avez déjà regardé le contrat MAF en détail, mais sur le béton de champ et sur les règles professionnelles, c'est la même chose pour la paille par exemple. La paille de blé, c'est pris en compte par la MAF. Après, si vous n'êtes pas à la MAF, je sais que les artisans, souvent il y a beaucoup plus de lignes sur ces sujets-là, et donc ça vaut le coup, quand vous analysez leur attestation d'assurance, quand vous recevez le dossier administratif, de vérifier qu'ils sont bien assurés pour des ouvrages sous règle pro validés par la C2P. C'est écrit ou c'est pas écrit de cette manière-là. Donc, et je vous le dis parce qu'il y a déjà eu des sujets où des artisans pensaient qu'ils étaient assurés et en fait ils ne l'étaient pas. Donc c'est pas toujours évident. Oui, c'est vrai. À l'époque où j'étais artisan, il y a un moment, j'ai cru que j'étais assuré. Et en fait, effectivement, en rentrant dans le détail, je me suis aperçu que j'étais pas. J'étais assuré pour la maçonnerie, j'étais assuré pour la pose d'isolant, mais par rapport au DTU concerné. Donc, pas pour le béton de chanvre, puisque c'est pas dans le DTU. Donc, en fait, j'étais pas couvert pour les travaux béton de chanvre. Donc, effectivement, il faut que l'artisan y ait bien spécifié le fait, comme l'a dit Quentin, qu'il est assuré pour le béton de chanvre. Très rapidement, c'est pour vous montrer à quoi ça ressemble les essais de validation de ce qu'on appelle les performances seuil d'un béton de chanvre. Donc le béton de chanvre, il n'est pas porteur, c'est du remplissage. Comme l'a dit Philippe Lamarque avant, il a besoin d'une structure porteuse qui est, on va dire, à 99,9% du temps, et c'est très bien, c'est du bois. Mais néanmoins, on veut vérifier quand même qu'il ne va pas se tasser, qu'il ne va pas s'écraser sur lui-même. On veut vérifier aussi que la prise à cœur du matériau, si vous faites des voiles d'une certaine épaisseur, on veut être sûr qu'à l'axe du mur, on ait bien une prise à cœur et qu'on n'ait pas donc ce qu'on appelle un farinage, de la poudre. Concrètement, la prise n'a pas pu se faire. Et donc, on vérifie ça de cette manière-là. C'est comme les essais sur les bétons ciment classiques, sauf que les courbes sont un peu différentes. Donc, on vient écraser et on mesure la résistance à la compression et le module d'élasticité. Alors là, au niveau des avancées de la filière chanvre construction, ces dernières années, quand je dis ces dernières années, on va dire ces 10 dernières années, il y a vraiment eu un gap qui est passé, qui a permis de passer de la maison individuelle, du travail par l'artisan, à des projets plus volumineux. Et ça a été possible grâce à la mécanisation qui a commencé il y a une quinzaine d'années et qui s'est un petit peu accélérée, on va dire, depuis une dizaine d'années, avec des projeteuses dont le débit varie entre 1 à 10 mètres cubes. On va dire que pour des applications classiques, c'est-à-dire applications sur mur, puisque c'est ce qui est quand même le plus réalisé, on tourne à des volumes entre 1 et 4 mètres cubes heure. Ce qui permet d'avoir des cadences de 10 à 20 mètres cubes par jour. Pour vous donner une idée, c'est grosso modo, quelles que soient les épaisseurs, la même vitesse que des bancheurs sous une grue. Donc on est sur effectivement un procédé qui, d'un point de vue strictement cadence sur un chantier, ne retarde pas un chantier. On parlera un petit peu tout à l'heure, si on ne le fait pas, je compte sur vous pour nous le rappeler, sur les délais de séchage aussi, parce que c'est pareil, le fait d'utiliser la projection, ça permet de gagner un petit peu de temps aussi par rapport à ça. Et puis l'étape d'après pour gagner aussi en industrialisation et en productivité, c'est la préfabrication. Donc préfabrication, soit une préfabrication partielle déjà de la structure, la structure bois est amenée et on projette sur site, soit une préfabrication complète avec les panneaux structure bois et béton de chanvre qui sont posés, ou soit évidemment des blocs préfabriqués. Et on va vous montrer des exemples de chantiers, et puis je pense que vous en aurez encore cet après-midi d'ailleurs. Donc on va commencer par l'utilisation mur et en remplissage. Donc ça veut dire en grande épaisseur. C'est les modules que vous avez vus en rentrant. C'est typiquement cela. Donc en fait, vous avez une ossature en bois
enfin la plupart du temps en bois, ça peut aussi être une ossature métallique, que vous allez remplir. Donc c'est des murs à isolation répartis en fait, et ça vous permet de faire ce genre de murs. Alors les types de locaux qui sont visés, c'est des locaux d'habitation et de RP, logements et locaux code du travail. Et puis on peut le faire dans à peu près tous les types de locaux, sauf les locaux très très humides. Voilà, donc le premier mode de réalisation qui a été utilisé, c'est celui-ci, c'est-à-dire une ossature qui est noyée. Vous avez le chanvre le béton de chanvre qui est de part et d'autre de l'ossature. C'est ce qui a été utilisé principalement tout le temps ou dès lors qu'on le met en œuvre manuellement. Quand on le met en œuvre de façon mécanique, c'est pas obligatoirement ce qui est le plus aisé. Donc on tend, quand on mécanise, quand on projette, à trouver une autre solution que celle-ci. Là, vous voyez des exemples de remplissage d'ossature alignée sur une face. Exactement comme tous ceux que vous avez vus à l'extérieur. Donc vous voyez en bas à gauche la face alignée côté intérieur. Donc on vient projeter de l'extérieur sur un fermacelle. Et cette façade-là sera finie par un enduit à la chaux par la suite. Vous voyez en bas à droite un projet de Claude Echeval où en fait l'ossature donc est déportée vers l'extérieur et restera apparente à la manière d'un colombage. En haut, le classique colombage. Et puis au milieu, un exemple d'ossature déportée vers l'extérieur. Généralement, quand l'ossature est déportée vers l'extérieur, souvent la finition extérieure est une finition bardée. Soit bardée, soit, comme vous avez pu le voir sur une des maquettes peut-être, aussi avec une fibre de bois compressée. C'est ce qui est utilisé notamment souvent en préfabrication. Ou là, dans une présentation, quelque chose un petit peu plus exotique, où le fond de coffrage pour la projection depuis l'intérieur, en fait le fond de coffrage, c'est un canis qui servira de support d'enduit à la chaux. Bon, faut savoir que ça, c'est un support d'enduit qui n'est pas dans le DTU, donc il faut bien s'assurer auprès de l'artisan qu'il est capable, qu'il est assuré pour ce genre d'application. Mais voilà, c'est histoire de montrer que ce n'est pas forcément obligatoirement que des bardages quand on fait ce choix-là. Juste vous verrez sur toutes les images de projet qu'on montre, il y a quand même une architecture particulière qui se dégage de la construction en béton de chanvre. Le pan de bois, c'en est un des éléments. Il y a très souvent du pan de bois qui ressort un peu partout sur les projets sur le territoire, parce que ça présente aussi des avantages au niveau mise en œuvre, au niveau d'arrêt des enduits sur les arêtes pour les encadrements de baies, que ce soit en intérieur ou en extérieur. Il y a aussi du pan de bois souvent utilisé en intérieur, en arrêt d'enduit ou en arrêt de béton de chanvre. Donc on pourra en reparler après dans les échanges, mais il y a une architecture particulière assez singulière au béton de chanvre, comme il peut y avoir avec la paille et avec d'autres matériaux biosourcés. Là, on arrive sur plutôt les garde-fous techniques à bien vérifier quand vous démarrez votre projet. Alors, pas dès l'esquisse, mais dès que vous commencez à arriver en avant-projet, que vous avez, alors soit vous gérez la structure en interne, soit vous avez un BE avec vous, mais peu importe, il y a différents points qui sont connexes avec la filière bois. Il y en a un, c'est la garde au sol. Donc, on est toujours à plus de 20 cm par rapport au sol fini extérieur. Sol fini intérieur, non, puisqu'on peut avoir du béton de chanvre en forme isolante au sol. Donc c'est vraiment de l'extérieur qu'on se prémunit. Et là, forcément, ça impacte l'architecture. C'est-à-dire que vous avez, comme les bâtiments en bois, un bâtiment qui est soulevé de 20 cm. Donc après, à vous de travailler le dessin en extérieur là-dessus. Mais c'est un point de vigilance dont on ne peut pas se passer. Le béton de chanvre, on ne le met jamais en contact avec le sol. Il y en a qui ont essayé. On va dire qu'on disait que tout à l'heure, il n'y avait pas de sinistre. Philippe disait sur le territoire. C'est vrai, quand on respecte les règles professionnelles. Quand on ne respecte pas les règles professionnelles et qu'on fait descendre un mur
mur directement dans le sol, là on crée des problèmes. Et en plus on n'est pas ou difficilement assuré. Donc ça c'est un des garde-fous. Et l'autre c'est l'enrobage. Donc il y a une petite règle assez simple d'enrobage, c'est une petite fonction affine. Donc fonction de la section du montant bois. On vient mettre une épaisseur suffisante, un peu comme en béton armé, hein, devant un tauron, devant un fer à béton. On vient enrober avec une épaisseur minimale. Et quand on ne peut pas l'avoir, ce qui se présente parfois aux alentours des baies vitrées ou dans d'autres circonstances, on vient désolidariser le béton de chanvre du montant bois. Voilà la règle d'enrobage. Donc on voit il y a un minimum. On va dire pour les montants les plus classiques en ossature bois, c'est le 45-145. Donc on a 45 mm qui équivaut à notre largeur de montant. Donc là on voit sur le schéma, ça fait à peu près 7,5-8 cm. Donc on va dire que le 8 cm, c'est un peu l'enrobage de base qu'on retrouve systématiquement en minimum sur un béton de chanvre. C'est ce qui fait que le mur, sur des exemples qu'on vous montrera après, l'épaisseur du voile béton de chanvre, quand on est en ossature noyée, elle est un peu conditionnée par ça. C'est-à-dire que si vous voulez ne pas avoir du tout d'ossature et qu'elle soit vraiment à l'axe, vous allez avoir 8 d'un côté, 8 de l'autre, plus l'épaisseur du montant. Donc vous jouez avec cette règle-là, en plus de la thermique et de plein d'autres aspects, pour conditionner l'épaisseur de votre mur. Et sur le type de bois, il n'y a pas de restriction plus que ça. Là, on est comme le DTU 31.2, c'est-à-dire quand on est noyé, donc nous on est exposé aux intempéries, un bois de classe 2 suffit. Quand on est exposé aux intempéries, donc typiquement un pan de bois à l'extérieur, là on est sur un classe 3, donc Douglas, Mélèze ou autre. Là, en fait, vous voyez qu'un des autres intérêts d'avoir une ossature déportée, c'est que du coup, ça maximise l'enrobage d'autre côté. Quand vous avez un mur qui fait 30 cm d'épaisseur, si votre ossature est mise d'un côté, ça fait qu'en fait, globalement, vous avez 15 cm d'enrobage. Donc, effectivement, c'est beaucoup plus simple, ne serait-ce que partout, en fait, où le 45-145, du coup, doit être doublé. C'est une des autres raisons. Donc là, vous voyez par exemple ici. Alors, il faut savoir que le béton de chanvre, en fait, il est mis sur toute son épaisseur d'un coup. On va monter 35 cm sur toute son épaisseur, 30 ou 35 cm, toute son épaisseur. On ne va pas venir faire plusieurs passes. On monte directement. Donc là, vous avez un exemple de ce qui peut être fait. Je passe assez rapidement, hein, c'est des photos pour vous illustrer. Donc vous voyez un état final avant enduit. Généralement, c'est effectivement ce qui se passe en intérieur, c'est ce qui est le mieux. On en parlera un petit peu après la pause. Tout ce qui est réseau, on le passe avant. Avec des spécificités, il faut bien briefer l'électricien auparavant. Vous voyez juste sous la belle là, un plot, en fait, qui est un plot de grande épaisseur et qui va venir, on les voit dépasser un peu du béton de chanvre. Et ensuite, l'enduit va venir au bord. Voilà d'autres types de projets où là, la projection a été faite par l'extérieur. Alors, on était sur rue dans des conditions un petit peu particulières. Donc là, il a fallu non pas projeter, mais couler. Donc, c'était mécanisé couler. Bon, avec un peu plus de place, c'est quand même plus simple de projeter. Et donc là, vous voyez que là, typiquement, on est sur un projet où on n'est pas simplement que sur de l'ossature bois. C'est une structure métallique, plancher collaborant, et il y a une ossature secondaire qui a été posée, une ossature bois. Il faut savoir que ce projet, donc, est le projet de la rue Mira. Ce projet, le fait d'utiliser du béton de chanvre a permis de se passer de fondations profondes qui auraient été des micropieux. Donc ça a été une économie d'utiliser du béton de chanvre par rapport à un projet qui aurait été en maçonnerie traditionnelle, conventionnelle. Donc là, vous voyez la projection par l'extérieur. C'est pas ce qui est le plus courant, le remplissage comme ça. Et ça demande une sacrée technicité pour que ça soit conforme et bien dosé. C'est pas ce qui se fait le plus, mais voilà, ça permet d'illustrer quand même. Là, vous voyez ce détail. Le béton de chanvre, en fait, il va venir jusqu'à la limite entre le blanc et le orange. L'orange étant le scotch de protection de l'encadrement de baie. On utilise ce Contega pour gérer l'étanchéité à l'air. En fait,
dans certains projets en béton de chanvre, on choisit de gérer l'étanchéité à l'air par l'extérieur. Voilà, pas tant tous, mais le béton de chanvre permet cela. Aussi parce que le raisonnement par rapport ne serait-ce qu'au point de rosée, aussi un petit peu différent avec le béton de chanvre. Le même projet de l'autre côté avec une finition bardée. Donc vous voyez, on passe avec le même système constructif, suivant là où on met l'ossature, on va avoir de l'enduit ou du bardage. Et on peut aussi faire des choses que peu de matériaux proposent. Donc voilà, Pascal Bas avait dessiné ce projet pour le parc de Thoiry, l'Arche du Tibet. Donc en fait, vous avez un bâtiment qui fait à peu près la taille d'un gymnase, des murs de 6 mètres de haut, qui sont à la fois courbes et à la fois bombés. Bon, vous voyez, on a une ossature qui permet de retenir le béton de chanvre, sachant que vous voyez que l'ossature en fait affile toute hauteur. Le béton de chanvre en fait il est autoportant sur toute la hauteur. Il y a des petits redans qui ont été mis sur l'ossature pour limiter l'arrachement à la prise au vent en fait. Mais sinon il est autoportant sur toute la hauteur. Il fait de 17 à 28 cm, à nouveau 17 cm quand on arrive tout en haut. Et vous voyez le Nergalto qui permet de gérer ces grandes épaisseurs. Le Nergalto ayant été mis une partie à l'intérieur, une partie à l'extérieur. Donc vous voyez ce projet-là, béton chanvre, pas de joint de dilatation, d'une seule traite. Il y a 600 mètres carrés il y a 100 mètres linéaires par 6 mètres de haut, il y a 600 mètres carrés de béton de chanvre. On va vous montrer des images de doublage. Donc là, par exemple, ce corps de ferme, le remplissage des colombages était en bon état, donc il n'a pas été purgé. Claude Eschwald a choisi de projeter depuis l'intérieur. Donc vous voyez, ce mur, par exemple, c'est intéressant parce que là, on ne le voit pas forcément, mais la maison fait un L. Donc la partie gauche, en fait, est en zone, c'est un mur de refend, si vous voulez, et là, en tout cas, ça ne donne pas sur l'extérieur, et la partie droite donne sur l'extérieur. Donc ce qui a pu être fait, c'est de régler l'épaisseur, de partir de 15 cm à droite et d'arriver à mourir à 0 cm ou 2 cm à gauche. Plus de récupérer toutes les anfractuosités, plus de gérer tous les détails, tout ça avec un seul produit par projection et l'ensemble de ces choses qu'on aurait peut-être réglées par des produits spécifiques, en fait on a pu le régler avec le béton de chanvre. Je passe rapidement. Encadrement de baies, vous pouvez avoir des encadrements de baies en bois, vous pouvez aussi avoir des encadrements de baies enduits. Vous pouvez avoir des encadrements ronds. Vous pouvez en fait faire un petit peu ce que vous voulez avec ce produit en fonction de vos désirs architecturaux. L'enduit, c'est quelque chose qui est pas mal utilisé, qui a été jusqu'à présent un peu principalement utilisé par les artisans ou les autoconstructeurs. En fait, l'enduit, là où vous avez un lambda qui, sur le papier, est vraiment pas extra, puisque vous avez un lambda qui est de 0,17, donc en gros, on va dire 4 fois moins isolant qu'une laine, de par toutes les qualités du béton de chanvre, vous avez une efficacité qui est bien au-delà de ces quelques centimètres d'enduit correctif que vous allez mettre. On reviendra plus en détail cet après-midi, tout à l'heure, après la pause, sur cela. Mais grosso modo, les enduits, on va les mettre donc à la main, en deux ou trois couches, sur, on va dire, entre 5 et 8 cm, suivant ce dont on a besoin. Et on va le finir avec une finition plus ou moins lisse, avec la chaîne vote qui va être plus ou moins apparente suivant les souhaits. Généralement, l'enduit lui-même fait office de finition. On peut, si on veut, par contre, venir faire aussi un badigeon pour changer un petit peu la couleur. Donc voilà, encore un enduit en béton de chanvre. Il faut savoir que ça fait déjà des années que dans des
dans des guides à l'usage des professionnels, les enduits correctifs, les enduits à caractère hygrothermique sont conseillés dans ces guides. Bon, juste là, un petit rappel, vous avez certainement vu cette courbe-là, on dit que les premiers centimètres passent, c'est véridique. C'est vraiment les 3-4 premiers centimètres qui sont importants dans la résistance thermique des matériaux, dans l'efficacité. Je ne rentre pas dans le détail, on n'a pas le temps, mais voilà. Juste pour vous montrer un petit peu un phasage, donc là, il se trouve que vous avez du béton de chanvre en doublage, mais il pourrait y avoir tout simplement un mur comme celui-ci, décrouté, surtout décrouté. Et puis derrière, vous allez donc faire votre enduit en 2-3 passes. Et puis vous pouvez donc du coup avoir une finition lisse. En dalle, on utilise le béton de chanvre en dalle, soit en terre-plein, soit en étage. En étage, ça permet de niveler et en terre-plein, en fait, on va l'utiliser sur un hérisson. S'il y a une application qui demande vraiment une grande préparation et un grand professionnalisme, c'est vraiment celle-là. Toutes le demandent, mais celle-là demande à vraiment être regardée de façon très précise. Vous allez poser d'abord un hérisson qui va être ventilé, qui va permettre un drain, pardon, qui va permettre non pas d'évacuer l'eau, mais qui va permettre d'évacuer l'humidité. L'humidité contenue dans le sol va partir dans ces drains et ces drains sortent de deux côtés, sur deux faces différentes, de façon à ce qu'il y ait une différence de pression. Et une fois que vous avez mis ces drains, vous mettez un empierrement ventilé, et sur cet empierrement, vous allez amener du béton de chanvre, soit que vous aurez préparé au malaxeur, soit que vous aurez préparé à la machine. Bon, sachant que quand vous le faites par projection, vous avez un état de surface qui est un petit peu moins lisse, donc il faudra parfois faire un petit sablon par-dessus. Donc ça, c'est à voir comment est-ce que vous voulez le mettre en œuvre. L'isolation de toiture, s'il y a vraiment un endroit où le béton de chanvre se démarque par rapport aux autres matériaux, à mon sens, c'est vraiment aussi dans la toiture. Parce que le confort d'été, grâce au béton de chanvre dans la toiture, c'est quelque chose d'assez inégalé. Je ne m'étends pas là-dessus, c'est encore le programme de tout à l'heure. Restons sur la mise en œuvre. En fait, l'avantage du béton de chanvre en mise en œuvre toiture, c'est que en fait, vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez au niveau de la charpente. À partir du moment où vous avez un fond qui est capable de supporter le poids du béton de chanvre et que vous avez des chevrons au-dessus qui sont capables de supporter les lithos et la toiture, ça va. Vous n'avez pas besoin de faire de caissons avec de moins de 1 mètre carré comme on peut l'avoir à la Watt. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un espacement de 60 cm pour mettre les panneaux de laine comme on peut l'avoir sur de la laine. Le charpentier a quand même une grande latitude pour ça. Pour la petite histoire, ce chantier-là, en fait, avec des murs qui étaient des murs à isolation répartis en bas en monomure, qui étaient très bien isolés, avec du liège, etc. C'est des logements à l'accession. Certains logements sont restés libres pendant plus d'1 an, non vendus. Et les logements dans lesquels ils faisaient le meilleur, sans chauffage, hiver comme été, le plus frais en été, le plus chaud en hiver, c'est les logements qui étaient sous toiture. Alors même qu'ils avaient plus de surface de contact avec l'extérieur. Donc vous voyez, quand on est en toiture, on a des cadences qui sont pour le coup très importantes, parce que là on peut atteindre des cadences de 10 mètres cubes heure. Ça veut dire que derrière, en fait, le couvreur, il faut qu'il soit un petit peu au cul de la machine, on va dire, pour poser très rapidement le pare-pluie. Non, blague à part, on peut aussi, avec un système de bâche, protéger le produit en cas d'intempérie. Mais disons qu'on a des cadences qui peuvent être assez importantes.
Isolation en comble perdu, c'est beaucoup plus rare. Je passe assez rapidement, mais c'est possible de le faire. Un des avantages, c'est que comme ça ne se compresse pas, en fait, on peut utiliser, en mettant juste quelques planches d'OSB, on peut utiliser pour stocker des choses si on en a besoin. Mode de mise en œuvre. Donc le mode de mise en œuvre qui a été le premier à être utilisé, c'est donc par banchage. Donc c'est des banchages de 40 à 50 cm de hauteur qu'on monte au fur et à mesure. On décoffre tout de suite et on remonte. On peut décoffrer immédiatement. C'est assez long. Une des contraintes du banchage, c'est le fait de préparer le mélange au malaxeur ou à la bétonnière. En fait, du coup, le chanvre se gorge d'eau. Et il n'y a qu'une fois que le chanvre est gorgé d'eau qu'il laisse de l'eau à la chaux, au liant, pour pouvoir s'humidifier. C'est une des raisons pour laquelle, quand vous mettez le béton de chanvre en œuvre par banchage, en fait, il y a des temps de séchage qui sont très longs. Ces temps de séchage, on les a un peu gardés dans les règles professionnelles et dans les habitudes, mais il faut savoir qu'on a beaucoup moins cette contrainte avec la mise en œuvre par projection, puisque la mise en œuvre par projection, en fait, utilise beaucoup moins de... Je vous montrerai ces slides tout à l'heure. Utilise beaucoup moins d'eau. Voilà. Bon, mise en œuvre, projection manuelle d'enduit, ça on en a un petit peu parlé. Je vous ai montré quelques photos tout à l'heure. Là, on est sur des épaisseurs de 6 à 8 cm que tout bon maçon peut faire ou particulier. Ça a un temps de séchage important. C'est pas forcément, à partir du moment où vous pouvez aérer, c'est pas forcément un frein. Votre enduit va perler pendant plusieurs semaines. Voilà. Moi personnellement, à un moment où j'avais pas de machine disponible, je l'ai fait dans une chambre chez moi et voilà, ça perle un peu. On décale, on met un déshumidificateur si on a envie, on ventile bien, mais ça peut le faire. La projection mécanique, donc il y a 4 types il y a 4 machines aujourd'hui sur le marché. Les deux du milieu sont deux machines qui ont des débits assez faibles, mais qui sont du coup des petites machines qui sont beaucoup utilisées. C'est les machines qui occupent le principal du marché, puisque c'est des machines qui peuvent être utilisées par des artisans et qui sont un peu moins coûteuses que les deux que vous avez de l'autre côté, qui ont l'avantage d'avoir des débits plus importants et de pouvoir recycler le matériau qui n'est pas qui a pu tomber par rebond ou par grattage. Parce qu'en fait, quand on met le béton de chanvre en œuvre par projection, il y a des irrégularités et donc on vient gratter. Et donc ça, on peut venir le récupérer et le remettre dans les machines. Donc vous voyez là une projection mécanique, comme évoqué tout à l'heure, on va faire ça en une seule passe, que ce soit en doublage ou en grande épaisseur. On va mettre des piges qui vont permettre de régler la projection et de dresser plus facilement. Mais on peut aussi utiliser un autre mode de réalisation. On n'a peut-être pas de photo là. On peut aussi faire une projection au laser quand on fait à l'intérieur. On pose le laser en haut à gauche, on commence en bas à droite, et puis au fur et à mesure qu'on avance, en fait, on voit le trait du laser apparaître, et donc on sait qu'il ne faut pas aller plus loin, quoi. On met le laser un petit centimètre à l'intérieur, et ça permet d'aller plus vite. Deux gros atouts de la projection. C'est donc effectivement, comme je vous l'ai dit, le temps de séchage qui est raccourci. Généralement, au bout de, on va dire, 3 à 6 semaines, vous pouvez faire les enduits par-dessus. Sous contrôle. Et un autre avantage, c'est que vous allez pouvoir mettre en doublage, donc sur du bâti ancien, comme par exemple ici, vous allez pouvoir mettre en doublage du mélange mur. Le mélange mur, on en parlera un petit peu tout à l'heure, c'est un mélange qui a un lambda qui est bien meilleur que l'enduit. Donc vous allez pouvoir ramener une vraie isolation à votre mur et pas simplement un correcteur thermique.
Donc voilà, projection mécanisée, on peut l'utiliser aussi bien en mur, en sol ou en toiture. Donc là, oui, vous voyez en bas, en bas à droite, vous voyez le trait rouge du laser qui permet de se guider. Et puis, donc, un peu plus anecdotique, le coffrage. Du coup, ce projet-là, c'est juste pour vous montrer la partie préfabrication. Donc là, c'est un bâtiment de bureau, c'est une trame assez classique. Il n'y a pas, voilà, on va dire que la partie, l'architecture et la conception du bâtiment n'a pas été un frein pour pouvoir faire de la préfabrication. Donc on s'est dit, bah tiens, ici, on pourrait s'amuser à découper les différentes façades, réaliser des panneaux de différentes tailles et puis voir un peu comment les faire au-delà du béton de chambre, comment on fait tenir tout ça, comment c'est manutentionné, comment ça sèche, qui est-ce qui gère ça entre le charpentier et celui qui réalise le béton de chambre. Et donc, à l'époque, est-ce qu'on voit des photos après donc, à l'époque, ce qu'on avait imaginé, c'était de faire une mixité de matériaux. C'est-à-dire que là, c'est un bâtiment qui est code du travail, donc c'est pas un ERP. Donc en code du travail, je ne sais pas si vous en faites parfois, mais il n'y a pas trop de contraintes incendie, on va dire. Réglementairement, c'est assez souple. En plus, c'est un R+1 avec un sous-sol, mais qui est semi-enterré, donc on va dire que c'est un R+1. Donc il y avait un peu tout était réuni pour pouvoir faire un petit peu une expérimentation. Et puis au-delà de ça, le maître d'ouvrage était très motivé aussi. Donc on s'est dit, Banco, on le fait en préfabrication. Donc on a récupéré, nous, à l'agence, un dossier de permis de construire qui était déjà, qui était déjà dessiné. Il fallait qu'on rentre dans ce cadre-là. Et puis on l'a transformé un peu pour pouvoir le préfabriquer. Donc là, vous avez les panneaux qui sont directement dans le. Alors c'est pas une usine, hein, c'est l'atelier, on va dire, du maçon spécialisé béton de chanvre, qui est à l'ouest de Rennes. Donc le bâtiment est à Noyelles-sur-Vilaine, là à l'est de Rennes. Et donc le charpentier a livré des murs à ossature bois que vous voyez ici. Ils ont été remplis de manière comme s'ils avaient été coulés ou banchés sur site. Ça a été fait en atelier. Les panneaux sont restés là-bas à sécher. Et donc tout avait été anticipé. Vous voyez, on voit une. Je ne sais pas si j'ai une lumière là-dessus. Si. On voit une incorporation électrique ici là pour les brises-soleil extérieures, là pour les casquettes solaires. Pareil, il y avait 2-3 autres petites choses comme ça, il fallait anticiper. Mais l'avantage du bureau, c'est que vous avez tous les réseaux qui passent par les faux plafonds et par le cloisonnement. Et en général, dans les murs extérieurs, on essaie de faire en sorte qu'il n'y ait pas grand-chose pour garder de la mobilité. Donc c'était aussi une condition qui était favorable à ce test de préfabrication. Et donc tout s'est super bien passé. Là, vous avez les panneaux en cours de séchage, les panneaux qui arrivent sur site, avec la particularité. Ce que je disais, c'est qu'ici, en extérieur, vous n'avez pas que du béton de chanvre, il y a une fibre de bois rigide, donc c'est une association de matériaux. Pourquoi on avait pensé à ça ? Déjà parce que c'est avec un matériau, on réalise plusieurs fonctions. Là, il sert à la fois de complément, entre guillemets, d'isolation, c'est une fibre type qu'on utilise en ITE. Et en plus, il sert de fond de coffrage pour le béton de chanvre. C'est-à-dire qu'en atelier, il lui faut un fond de coffrage. Ça peut être, vous l'avez vu sur la projection, il y avait une canisse, ça peut être un pare-pluie, ça peut être une banche que l'on pose et que l'on enlève, mais elle a un certain coût en manutention et en fourniture. Là, le matériau, on le laisse en place et en plus, il est support d'enduit. Et ça, c'est un autre sujet aussi qu'on peut évoquer, c'est quand je veux prescrire du béton de chanvre et que je souhaite avoir des finitions type enduit, intérieur et ou extérieur, il faut que je trouve l'entreprise qui est capable de réaliser un enduit extérieur sur béton de chanvre. Parce que c'est des enduits très beaux, des mortiers recettes, qui ne sont pas des sacs prêts à l'emploi qu'on applique et comme font tous les applicateurs aujourd'hui. Donc ça, c'était une solution d'être sûr d'avoir des entreprises qui puissent répondre, parce que les entreprises qui sont capables de faire des enduits pelliculaires sur fibre de bois, il y en a un certain nombre. Donc on est parti là-dessus. Les panneaux, le plus grand de mémoire, il faisait 3,50 m de haut par 5,50 m de long. Il était sur la façade de l'autre côté. Ils ont été posés après 2 semaines et demie de séchage en atelier. Et pendant que les panneaux étaient remplis, livrés, etc. en atelier, le gros œuvre, lui, continuait de bosser sur chantier et d'élever la structure primaire là, qui est en poteau dalle béton armé. Donc ça a cet avantage-là aussi, la préfabrication, c'est que vous avez des temps masqués entre le charpentier et le maçon. Je sais pas, je fais une parenthèse là-dessus. Le séchage, on disait, c'est un inconvénient, la voie humide, tout ça. C'est pas tant un inconvénient que ça. Sur des projets de cette taille-là, il y a 1000 m² de bureau, grosso modo, mais même un peu plus gros. Le séchage, en fait, le temps de séchage du béton de chanvre avant de lui envoyer des finitions dessus,
En fait, on gère plein d'autres choses en même temps. On va commencer à envoyer les cloisonnements, on va tirer les gaines électriques au plafond, la VMC. Il y a plein de choses. On peut commencer à faire les shafts, etc. Donc il y a un temps masqué, enfin une superposition de tâches qui fait que dans l'ordonnancement et la planification du chantier, de ce que moi j'observe, c'est pas forcément un frein. Ça devient un frein si on commence à viser des ouvrages, comme disait Philippe Lamarck au début, type troisième famille, avec des très grandes surfaces envoyées, des hauteurs d'étage. Et là, la préfabrication, c'est clair et net que c'est un gain de temps très très conséquent. Là, vous avez la vue intérieure, donc des panneaux, donc des panneaux mis en œuvre. Il y a du béton de chanvre aussi en toiture. Je ne sais plus si on le voit après, qui est sur le fond de coffrage là qu'on voit avec le lati et le frein VAP. Voilà. En intérieur, c'est une finition type enduit chaud-chanvre. Donc ça, c'était assez pertinent par rapport à la préfabrication parce que vous avez forcément des joints entre les deux panneaux de béton de chanvre. Donc, alors quand je dis un joint, il y a on va dire, il y a un demi-centimètre qui se balade. Et donc, il y avait une reprise qui a été faite à la fois en béton de chanvre et à la fin, c'est l'enduit qui vient recouvrir la totalité, ce qui fait qu'en étanchéité à l'air, à part si vous cassez l'enduit, on ne peut pas percer. C'est pas comme une membrane. C'est le gros avantage de ces solutions-là aussi. C'est que là, vous n'avez pas de pare-vapeur sur vos murs. Donc, s'il y a des cadres, des choses qui sont fixées, là, l'enduit, il fait 25 mm, voire 30 mm d'épaisseur par endroit. Donc, c'est extrêmement pérenne comme solution. Au-delà des qualités d'ambiance hyper chaleureuse que les enduits chaud-chanvre peuvent apporter et qu'on retrouve aussi avec les enduits terre, c'est assez similaire. Bon voilà, après c'est un bâtiment assez classique de bureau dans l'intérieur. Hop, je passe vite. À l'extérieur, donc là vous avez l'enduit, donc du coup type prêt à l'emploi sur fibre de bois, qui a des inconvénients. Pour les puristes, c'est clair qu'on préférait mettre des vrais enduits traditionnels, mais la réalité des chantiers et des appels d'offres et de la finance font que c'était une solution qui est plutôt pertinente sur ces aspects-là. Et je finis juste, du coup, c'est parfait. Le E2C2, juste parenthèse dessus. Donc le bâtiment est carbone 2. À l'époque, c'était l'expérimentation, c'était en 2018, 2017-2018. Et donc on peut, avec du béton de chanvre, être au niveau le plus haut. Et de mémoire, on était aussi BBC à excellence, ces bâtiments bas carbone. En fait, il y a une telle biomasse entre le liège, le saturbois, le chanvre, le lin et le coton dans le bâtiment. En fait, c'était assez facile de monter au niveau C2. L'épaisseur des murs du dernier bâtiment là, ils sont tout fins. Il est E2, c'était que je me souviens, je crois c'est l'équivalent des Finergie Plus à l'époque, donc c'est moins 40% par rapport à l'RT 2012. Donc c'est pas sur le papier, hein, dans la réalité c'est mieux que ça, mais sur le papier c'était donc moins 40% sur la consommation d'énergie primaire et les murs ils font 31 cm finis. Donc il y a 28 cm de béton de chanvre, 2 cm d'enduit chaud-chanvre intérieur, et puis le pelliculaire à l'extérieur, c'est tout fin, c'est 6-7 mm, c'est quasiment une petite croûte, quoi. Donc les murs sont fins, et ce qui montre que, en fait, comme on disait tout à l'heure, alors là pour le coup, c'est même pas que le lambda, c'est pas le seul sujet, c'est aussi que le bâtiment, il n'y a pas que le béton de chanvre, il y a du triple vitrage partout, il y a des protections solaires sur toutes les façades qui sont exposées, il y a tous les espaces tampons sont au nord, il n'y a pas de vitrage au nord, donc il y a aussi la RT 2012, si on joue sur la partie conception bioclimatique, on arrive en fait à faire passer un bâtiment sans avoir le R des murs. Là, c'est pas le R sur le papier, il est pas fou. Hein, je crois que c'est 3,8 ou un truc comme ça. Mais en fait, c'est amplement suffisant et ça se vérifie sur les consommations du bâtiment en hiver. Là, il n'y a pas de chauffage. Il y a une double flux. Bon, à l'époque, aujourd'hui, j'en mettrais plus, mais il y a une double flux dedans avec un échangeur qui assure un préchauffage de l'air. Et on avait juste mis un ou deux radiateurs électriques d'appoint qui en fait servent quasiment jamais. Enfin, voire ne servent pas. Une question de classe Eveleved. Comment faire pour avoir sa chaîne vote certifiée par Construire en Chanvre? Là, c'est plus une question pour Nathalie Pichot, ouais. de la partie d'avant. À ma connaissance, il y a un cahier des charges. Oui, c'est vrai que je ne suis pas spécialiste non plus, mais il y a un cahier des charges à remplir. Il y a des critères bien précis. On a élagué un peu la présentation initiale où il y avait les différents critères qui étaient attendus pour une chaîne vote, mais entre autres, il y a, je crois, il y a la couleur, la taille, il doit y avoir la quantité de fibres, il doit y avoir aussi la quantité de poussière et la régularité. Voilà, mais je m'avancerai plus, ça serait pas raisonnable. Ok. Une deuxième question de Delphine Paillard. Existe-t-il une réponse de démontabilité de la solution préfabriquée?
Oui, complètement. Ouais. C'est le but. Enfin, c'est pas le but de le démonter demain, mais s'il fallait le faire, c'est pas très compliqué. Avec une grue et une scie circulaire de chantier, grosso modo, on retrouve le calpinage où les panneaux sont jointifs. Et en fait, ils sont simplement posés avec des pâtés équerres sur la structure primaire en béton armé, là, enfin mix béton armé puis bois lamellé collé au-dessus qu'on voit. Donc à partir du moment où on enlève les dalles de faux plafond, je récupère les équerres, je les déboulonne et je fais tomber le panneau. Puis je fais en sorte que je le fais bien tomber. On peut déplacer les murs et les récupérer. Il y aura l'enduit extérieur à refaire forcément et l'enduit intérieur, mais c'est complètement démontable. Oui. Ok, super. Et une dernière question. Peut-on poser le pare-pluie sans respecter le temps de séchage? Poser le pare-pluie sans respecter le temps de séchage? Oui, oui. Alors, déjà, en fait, alors, on laisse généralement 2 cm, petite lame d'air de 2 cm en dessous du pare-pluie. Souvent, on fait aussi en sorte que côté intérieur, on ait une face qui soit très perspirante. Et puis le pare-pluie qu'on met, c'est un pare-pluie qui est HPV. Donc l'humidité, elle est censée aussi pouvoir sortir. Et juste rementionner le fait qu'en fait, quand on le met en œuvre, surtout en toiture, enfin en particulier en toiture, la plupart du temps, on le fait de façon mécanisée. Donc encore une fois, avec beaucoup moins d'eau que si on le faisait à la bétonnière ou au malaxeur. Donc en fait, il n'y a même pas vraiment de... Il y a une part de séchage, mais elle est vraiment infime. La plupart de la quasi-intégralité de l'eau va être de toute façon utilisée par la chaux pour faire sa prise. Dans son cycle, elle va avoir besoin de toute façon d'eau pour faire sa prise. Donc voilà. Ce qui est vrai, encore une fois, en projection, ce qui est moins vrai si on est la bétonnière. Il faut peut-être être un peu plus prudent quand on est à la bétonnière avant effectivement de refermer. En fait, ce dont on a besoin quand on fait un ouvrage en béton de chanvre, c'est qu'il y ait au moins un des murs qui respire. Il faut au moins que l'humidité puisse s'évacuer d'un côté. Vous voyez que c'est quand même très différent, ne serait-ce que cette contrainte-là, par rapport à un complexe d'isolation standard où on veut que l'humidité puisse sortir. La fameuse règle voilà, pour le point de rosée, on veut que l'humidité puisse sortir. Le béton chanvre, de par sa gestion de l'humidité, permet d'avoir une face extérieure qui est étanche à la vapeur d'eau à partir du moment où la vapeur d'eau peut sortir à l'intérieur. C'est pas ce qui est plus idéal non plus, parce que ça veut dire que l'humidité quelque part elle peut pas sortir du bâtiment. Donc voilà, le béton de chanvre, s'il n'est pas aidé aussi pour extraire cette humidité du volume du bâtiment, au bout d'un moment il va arriver à saturation évidemment, mais c'est quand même malgré tout possible. Il n'y aura pas de dégradation dans le mur à proprement parler. Ok, super. Et une dernière question de Cécile Boulmier. Pour un maître d'ouvrage, y a-t-il une vigilance pour son assurance des difficultés à anticiper? Non, c'est pareil. Pour la DO, pour la dommage ouvrage, il faut se rapprocher de son assureur DO pour lui en parler. Mais tant que les règles professionnelles sont respectées et qu'on est dans le cadre du schéma que Benjamin va afficher, c'est-à-dire on est en technique courante, il n'y a pas de sujet. Après, si demain là vous voulez faire un R+12 en béton de chanvre, là il peut y avoir des sujets et il faut étudier la chose plus en détail. Mais tant que vous êtes dans le cadre des règles professionnelles et des nouvelles à venir cette année, il n'y a pas de sujet. Vous avez parlé d'enduit, de mortier de chanvre qui faisait correcteur thermique en application manuelle 5 à 8 cm. D'autre part, vous avez parlé de doublage en béton de chanvre, et vous ne l'avez pas dit, mais moi c'est ce que j'ai mis en œuvre, je pense, je ne suis pas sûr, hein, vous allez me le dire, en épaisseur 8 cm, en projeté. Et enfin, vous avez parlé d'un mélange mur qui ne serait pas un correcteur thermique, mais un vrai isolant. Et donc c'est ça l'éclaircissement que je voudrais. J'arrive pas bien à comprendre la subtilité entre ces trois choses. Est-ce qu'il y a quelque chose... Moi, l'enduit, j'avais imaginé ça à 3 à 4 cm. Le doublage, peut-être 8, pour l'avoir mis en œuvre. Et donc, je comprends la notion de correcteur thermique et d'isolant thermique. Mais dans ce que vous avez dit, en fait, je n'arrive pas à retrouver... En fait, alors, si la mise en œuvre par projection sur votre mur a été faite par une de ces 4 machines, a priori, ils ont utilisé ce qu'on appelle un mélange mur. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez 2 sacs de liant pour un ballot de chènevotte. C'est ce qu'on appelle le mélange mur. On reviendra. Non, on reviendra pas. Aussi, on montrera un lambda. Mais voilà, donc ça a un lambda qui autour de 0,07 aujourd'hui.
à peu près. Le mélange enduit, c'est le mélange mortier où le dosage en chaud est le double pour pouvoir le coller en mur. Donc il y a beaucoup moins d'air, donc la résistance thermique est bien moins bonne. Mais il y a malgré tout toutes les autres qualités du béton de chanvre qui restent. Et ça, on le détaillera un petit peu après la pause. Oui, bonjour, Alain Fernandez, entreprise Sibios. On fait des éléments préfabriqués en béton de chanvre dans l'Aube, donc c'est bien, ça se développe. J'avais une question sur les carnets de détail et les bureaux de contrôle. Dans les règles professionnelles, est-ce que les carnets de détail s'imposent? Enfin, j'ai un peu la réponse, mais je officialise. Est-ce que les carnets de détail s'imposent ou est-ce qu'on peut prendre un petit peu de liberté et ne pas s'entendre répondre par le bureau de contrôle? Ah non, non, c'est le carnet de détail qui est obligatoire. Si vous en sortez, si vous rajoutez des couches un peu différentes, ça ne marche plus. Enfin, on est hors des règles pro. On va faire à deux voix. On va vous donner chacun notre réponse, je pense. On va voir si c'est la même. À ma connaissance, moi, quand j'étais artisan, pour moi, le carnet de détail, ça n'avait rien d'obligatoire. C'était une façon de faire, parce que déjà, on pouvait pas faire tous les détails possibles et imaginables. Donc, ça montrait une façon de faire. Et c'était pas c'était un plus par rapport aux règles professionnelles. Voilà. Après, toi, tu as peut-être eu des cas. C'est un flou, c'est-à-dire que vu qu'à l'époque, ça a été mis avec les règles pro, et donc, mais plus, comme l'a dit Benjamin, comme guide pour dire, tiens, on peut faire comme ça, mais c'est une manière de faire sur des centaines, voire des milliers de possibilités. Et dans les nouvelles règles pro, on l'a fait sauter. Alors, nouvelles règles pro qui ne sont pas encore sorties, mais l'idée, c'est on l'a sorti, il fait plus partie des annexes des règles pro, et il sera diffusé, il a été mis à jour, et il est diffusé en libre service sur le site internet de Construire en Chambre, pour justement éviter le flou, parce qu'en effet, il y a des contrôleurs techniques qui parfois disent, non, c'est écrit comme ça, c'est dessiné comme ça, c'est joint dans les règles pro, donc il faut faire comme ça et pas autrement. Ce qui est pas du tout pertinent, mais parfois il y a cette interprétation qui est faite et qui peut bloquer des dossiers. Donc il faut vraiment leur dire que c'est pas le cas. C'est plus un guide, quoi. Bonjour. En fait, avant vous, la secrétaire générale avait dit qu'il était en cours des études pour pouvoir appliquer le béton de chanvre dans les ERP jusqu'en 3e catégorie. Et donc, je voulais savoir à quel moment est-ce que ça sera possible, et est-ce que c'est déjà possible pour les 4e, voilà. Oui, c'est déjà possible. En fait, c'est un verrou psychologique qui avait été écrit à l'époque dans les règles professionnelles, celle qui date de 2012, pour dire, c'était compréhensible, l'agence qualité construction avait dit, faut y aller petit à petit, la filière, elle n'a pas non plus 100 ans, tout ça. Donc, ça avait été écrit à l'époque, ERP 5e catégorie, juste pour brider. Mais en soi, il n'y a aucune justification réglementaire, puisqu'aujourd'hui, il y a des ERP 5e catégorie qui sont plus contraignants qu'un ERP 3e ou seconde catégorie, même selon si vous êtes de plein pied ou si votre ERP est au dernier étage d'une tour ou ce genre de choses. Donc là-dessus, c'est plus l'interprétation et le dialogue que vous avez avec le bureau de contrôle. Tant que les nouvelles règles pro ne sont pas sorties, dans les nouvelles règles pro, on a viré cette mention-là. Il y aura juste écrit ERP, code du travail, immeuble de logement. Et après, la hauteur, les contraintes incendie, etc., c'est au cas par cas. Et après, c'est la réglementation. C'est plus la norme, c'est plus la règle pro. C'est la réglementation qui rattrape la chose. Mais aujourd'hui, vous êtes un peu bloqué. Et moi, je suis le premier à être, Benjamin, tout professionnel, et un peu bloqué. Et on arrive quand même à faire, là, actuellement, là, on sort 2 bâtiments, des ERP 3e catégorie, un hôtel et un centre commercial. Et le bureau de contrôle a validé à partir du moment où on lui a dit que les règles pro sont en cours de mise à jour. Il n'y a aucune justification liée à la réglementation incendie pour bloquer ce projet-là. Donc là, on lui montre les preuves, l'essai au feu dont on parlera tout à l'heure, la réaction au feu, l'écran par flamme qu'on met dessus, etc. Et on arrive à sortir le projet. Mais ça impose au prescripteur de passer plus de temps sur sa notice sécurité et pédagogiquement avec le pompier et le bureau de contrôle. Donc c'est possible aujourd'hui et vous pouvez être assuré tout en étant border entre guillemets par rapport aux règles pro actuelles, mais ça demande un peu plus de boulot. C'est pour ça que Construire en Chambre souhaite sortir les nouvelles règles. Merci. Bonjour, est-ce qu'on peut laisser le béton de chanvre apparent en intérieur et en extérieur? Alors en extérieur, on évite. Il y en a qui le font. Ça se passe pas forcément mal s'il y a des débords de toiture, tout ça. Mais par contre, vous êtes complètement en règle pro. Après, c'est souvent des autoconstructeurs chez eux qui font ça. Par contre, en intérieur, ça se fait peu, mais ça se fait quand même. Là, on n'a pas de photos, mais j'aurais pu. Il y a certains projets, par exemple, on peut s'amuser à faire une cloison
et puis on va la traiter de telle manière, une cloison à ossature bois, donc séparatif entre, je sais pas moi, deux bureaux ou deux espaces, et on laisse le béton de chambre apparent. On va plutôt le faire en banché, parce qu'il sera beaucoup plus fin, beaucoup plus dressé qu'en projection. Et là, c'est plus alors décoratif, aussi le côté pédagogique, parce que c'est vrai que le matériau, il parle pas de la même manière qu'une plaque de plâtre avec une peinture. Donc à ce côté-là. Par contre, ça impose aussi de prévoir des choses pour éloigner un peu l'usager du panneau, parce que ça s'effrite un peu. C'est comme un crépi, mais un peu plus piquant. La chaîne vote, c'est quand même assez costaud. Donc du coup, il faut soit faire des panneaux plutôt en hauteur, et ça peut traiter d'ailleurs une partie de l'acoustique d'une pièce, ou sinon on va avoir une simesse bois, ou là dans le bâtiment dont je parle, on avait épaissi l'épaisseur de l'ossature bois, et du coup le béton de chambre est en retrait vers l'intérieur, ça fait comme un pan de bois, mais très, très épais. Et ça marche, ouais, ça crée des ambiances qui sont assez sympas. Bonjour, Gwendal, journaliste pour le magazine La Maison écologique. Depuis hier, on parle énormément du béton de chanvre pour la construction, un petit peu de la laine en panneaux industriels. J'ai pas entendu une seule fois parler du chanvre paysan, la laine de chanvre en vrac. Est-ce que pour vous, c'est une forme du chanvre qui n'a pas d'avenir dans le bâtiment ? Non, c'est juste que, enfin, pour l'instant, c'est les chanvres mélois qui ont fait un latex par rapport à cette application. Aujourd'hui, nous, c'est vrai qu'on vous a parlé des blocs. Vous avez vu, même si les blocs, c'est quand même très utilisé, on en a parlé très rapidement. Les laines, pareil, c'est très utilisé, on en a parlé très rapidement. On a tendance à se focaliser plutôt sur le béton de chanvre parce que c'est plus par rapport à la technique, par rapport au fait que le matériau lui-même, il est très différent de tous les autres et qui demande beaucoup de temps et beaucoup d'explications pour sa technicité, sa mise en œuvre et toutes ses qualités. Donc après, effectivement, aujourd'hui, c'est tout nouveau, c'est laine de chanvre en vrac. On est sur quelque chose qui est très récent. En complément à la question précédente, quels autres types d'éparements intérieurs on peut utiliser? J'ai entendu parler du fermacelle, d'un enduit à la chaux, mais est-ce qu'il y a d'autres parements qu'on peut utiliser? Et deuxième petite question, comment gérer les ponts thermiques en ossature bois apparente? Si vous avez des conseils là-dessus. Alors, les parements intérieurs, je vais parler technique. Du plus efficace, du plus pertinent au moins pertinent, en partant du plus pertinent. Le plus pertinent, ça va être de faire une finition enduit chaud chanvre. Après, ça va être un enduit chaud sable ou un enduit argile. Voilà, grosso modo, c'est les trois finitions les plus courantes. Quand dans des modes constructifs, on utilise du fermacelle côté intérieur, on fait une petite concession au niveau de la gestion hygrothermique, mais elle est vraiment minime. Quand on regarde le lambda, le SD d'une plaque de fermacelle, c'est quand même assez bon. Par contre, si vous mettez du fermacelle, il faut faire attention derrière de ne pas mettre une peinture étanche à vapeur d'eau. Idéalement, sur ce fermacelle-là, l'idéal, c'est de mettre un enduit pelliculaire à la chaux ou un enduit pelliculaire argile. Passe à d'autres. Moi, je répondrais en disant ça dépend. En fait, c'est ça qui est magique avec ce matériau, c'est que vous pouvez placer, selon où vous placez vos critères, ce que je recherche, c'est la performance. Du coup, je vais plutôt mettre un enduit chaud chanvre ou un enduit terre, parce que là, je sais que d'un point de vue échange hydrique, j'ai ce qu'il y a de mieux. Mais si ce que je recherche, c'est plutôt, je sais pas, les contraintes, typiquement on évoquait tout à l'heure, je me frotte sur les murs, je vais avoir un peu abîmé une pièce comme ici, par exemple. Peut-être que sur la première hauteur, c'est plutôt une plaque, un fermacelle, et être plutôt sur des solutions qui se rapprochent du conventionnel, qui seront plus pertinentes. Si ma contrainte, c'est le confort, je sais pas moi, des matériaux avec la plus faible effusivité possible, donc c'est des matériaux plutôt à parois chaudes, là je vais pouvoir avoir un enduit qui va être avec le plus de chanvre possible dedans. Par contre, architecturalement, ça ressemble à un papier peint japonais, c'est très présent, donc du coup je fais la concession, ou alors je l'assume architecturalement d'avoir ça. Et c'est ça qui est super avec ces matériaux, c'est que vous pouvez vraiment, selon la prescription que vous faites de la finition, c'est pas juste une plaque et une peinture, je change l'ambiance clairement sur le confort thermique, sur le confort acoustique, sur la tenue au feu, sur l'entretien, et puis tous les autres aspects qu'on peut trouver, quoi.